Alors, si je puis me permettre, on a bien vu avec vos points de vue respectifs que Israël avait pris de plus en plus d'influence dans les politiques occidentales. Aucun doute. Tout le monde peut le constater, il n'y a aucun doute. Regardez en France, Meir Habib, la place qu'il occupe maintenant. C'était impensable il y a quelques années auparavant. Le truc, c'est que ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous développez. Alors, et pour revenir à l'assassinat de Kennedy, ce qui est intéressant, c'est que vous développez la thèse d'Israël que la plupart des gens éludent. On est bien d'accord. Mais Laurent, vous connaissez mon point de vue. Vous savez qu'on a dit qu'on fera un échange et que je vous avais dit, je trouve que c'est dommage quelque part qu'il y ait une exonération du monde anglo-saxon dans ses responsabilités au niveau particulièrement de l'assassinat de Kennedy, parce que je suis d'accord pour le 11 septembre, Israël avait vraiment, on voit vraiment que ça a été marqué le rôle d'Israël dans le 11 septembre. Pour Kennedy, bien sûr, moi je retombe aussi sur la piste Ben Gourion, mais d'une autre manière. Mais je pense que ça n'était pas aussi développé qu'à notre époque. C'est-à-dire que, comme M. Delaware l'a dit, c'est devenu vraiment l'entité sioniste est vraiment devenu le point qui décide de tout. Mais à l'époque de Kennedy, ce n'était pas aussi évident dans les oppositions, à mon avis. Et je pense que si je peux vous exposer un peu la piste que j'ai développée, ça serait bien dans l'échange que vous puissiez y réagir. Oui, oui. Ça, on aura peut-être la possibilité, parce que je fais une parenthèse, hein, ma chaîne est non monétisée. Moi, quand j'invite des invités, c'est uniquement pour permettre à des spécialistes, des gens pointus sur un domaine, de pouvoir échanger et donner leur point de vue. Mais pour donner un peu, élargir une dimension, pour voir si on ne peut pas aussi élargir, j'aurais aimé apporter la thèse, notamment de Lyndon LaRouche, qui permet d'arriver sur la monarchie anglaise et sa responsabilité dans cette affaire. Ok. Ça vous embête pas? Non, non. Oh, non, non, c'est intéressant, puis on verra on réagira en fonction. Oui. Ça se complète, parce qu'on tombe aussi sur Ben Gourion, mais d'une autre manière. De toute manière, moi, comme je dis souvent, on a sur l'histoire, parce que là, on fait de l'histoire, en quelque sorte, on ne peut avoir que des points de vue. Donc, évidemment, on essaye d'avoir le point de vue le plus large possible, en se mettant... mais tous les points de vue sont intéressants. Et puis, il y a des points de vue, effectivement, qui sont plus étroits que d'autres. Mais voilà, il y a toujours plusieurs points de vue possibles. Moi, j'apprends avec vous parce que je ne connaissais pas la piste par cet aspect-là, donc ça m'intéresse grandement. Mais je trouvais ça très intéressant de voir que, par exemple, quand Jim Garrison a lancé son enquête, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout parce que la justice était assez corrompue et plutôt acquise à la cause de la personne incriminée, qui était Cléchaud. Mais il n'avait pas tapé à côté quand on y réfléchit et qu'on fouille un peu, parce que quand Oswald a été arrêté, Cléchaud a utilisé un pseudonyme pour mandater un avocat afin de défendre Oswald. Je reprends le nom de l'avocat. C'était, excusez-moi, c'est juste que j'ai le téléphone là, Dean Andrews. Voilà. Il a contacté avec le pseudonyme Clé Bertrand, Dean Andrews, pour défendre Oswald. C'est sur ce fait-là que Garrison l'a poursuivi, parce que Garrison n'aurait pas fait le rapprochement sinon. Et il se trouve que quand Cléchaud a été arrêté en 1967 parce que Garrison avait lancé son enquête, au poste de police, il a été interrogé par un officier décoré qui s'appelle Abby Horst et qui lui a demandé si jamais dans le passé il avait utilisé un pseudonyme. Et Cléchaud a dit Clé Bertrand comme ça, négligemment. Et il se trouve que c'est le même pseudonyme qu'il a utilisé pour mandater un avocat pour défendre Oswald. Donc, Garrison s'est dit, il y a forcément un lien entre ce Cléchaud et Oswald. Mais Cléchaud, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il a eu des casseroles. Il a été impliqué dans les tentatives d'assassinat sur De Gaulle à l'époque du Gladio. C'est-à-dire que dans les années de plomb, quand les États-Unis en Europe avaient les réseaux pour stigmatiser les communistes, ils s'étaient implantés partout en Europe. Et Cléchaud travaillait en Europe pour la CIA et il est impliqué dans une tentative contre le général de Gaulle par les services français. Ça, c'est une chose qui est prouvée, qui est sûre, puisqu'on a les journaux italiens qui disent bien que c'était un agent de la CIA et que De Gaulle l'a fait virer. Et quand Garrison a voulu faire témoigner le policier qui a pris sa déposition, le juge l'a empêché de le faire et il a même empêché que la note du policier soit produite. Et c'est pour ça que Cléchaud n'a pas... Vous voyez le film JFK où il est acquitté. C'est parce que le juge a bloqué l'affaire. Et quand on pense à la piste Cléchaud,
on tombe sur un certain Mortimer Bloomfield qui est son patron. Or, Mortimer Bloomfield, qui est un juif canadien, qui est à l'écart du MI6, puisqu'il vient des cercles de Churchill, de la CIA et qui est lié à Hoover également, on apprend que c'est un ami personnel de Ben Gourion et un défenseur des intérêts de Lord Rothschild sur notamment le tricontinental, c'est-à-dire un projet de pipeline qui est censé relier la mer Rouge au port d'Haïfa. Lui, c'est un vendeur d'armes international et il est également relié à la famille, à la monarchie anglaise par une compagnie par avant qui s'appelle Permindex, mais qui est reliée au WWF, qui a été créé en 61 par Philippe de Moonbaden. Et la thèse de Lyndon LaRouche, c'est que, évidemment, tout est lié. C'est-à-dire que quand Kennedy a commencé à vouloir arrêter la guerre froide, à demander des comptes à Israël sur son programme nucléaire, il s'est mis au milieu d'un espèce de rouage gigantesque dont la guerre froide était une étape pour parvenir à ce qu'aujourd'hui, on peut dire, quand Attali dit on ira vers un gouvernement mondial unique avec Jérusalem comme capitale, on ira avec ou sans guerre. Mais à l'époque de Kennedy, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le même projet, sauf que ça passait par la guerre froide. Donc pour moi, en fait, de faire la liaison entre la CIA, le FBI et les services israéliens, ça permet de comprendre la Green Machine, c'est-à-dire la matrice anglo-saxonne, et la manière dont elle fonctionne avec la volonté qu'elle a, avec Israël, de mettre en place un gouvernement mondial unique, une monnaie unique et ce genre de choses. Parce qu'évidemment, derrière le WWF, vous avez des personnages comme Bloomfield qui vont ensuite aller en Chine avec George Bush pour promouvoir une banque liée, si vous voulez, à tout ce qui est écologique, qui a été poursuivie par Maurice Strong après. Et c'est là qu'on retombe sur la matrice actuelle du Great Reset avec l'écologie comme prétexte à la refonte, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme qu'on trouve dans l'assassinat de JFK le 11 septembre et qui mène au même projet. Et mon but à moi, c'était éventuellement, pour les gens qui s'intéressent à l'assassinat de Kennedy, d'arriver à comprendre le tout, c'est-à-dire le mécanisme global dans lequel ces acteurs se sont retrouvés impliqués. Et ce qui est intéressant, par exemple, quand on travaille un peu sur la CIA et son antagonisme avec JFK, c'est que vous parliez tout à l'heure de Dulles. Vous connaissez bien l'histoire d'Alan Dulles. Kennedy l'a viré à la baie des cochons. Mais ce type-là, il a un arriéré. C'est-à-dire que, par exemple, son frère avait une compagnie bananière en Guatemala et il se servait de la CIA pour remplacer des chefs de gouvernement quand ça n'allait pas dans le sens de ses affaires. Il a fait partir un type qui s'appelle Arbenz et s'en est suivi une dictature qui a duré 36 ans. Il y a eu 200 000 morts quand même. Et Kennedy voulait faire le ménage par rapport à ces gens-là. C'est d'ailleurs de là que vient je ne sais pas si vous connaissez vous connaissez forcément l'expression République bananière vient de cette espèce d'affairisme crapuleux. Ouais. Et quand on va plus loin sur Allen Dulles, on se rend compte qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a sa signature, j'ai retrouvé le document, comme personnel de la CIA soutenant les groupes nazis ukrainiens contre le communisme. Vous remarquez que si Kennedy voulait arrêter la guerre froide, parce qu'il avait des accords avec Khrouchtchev pour arrêter la guerre froide en cas de réélection, il avait aussi des communications secrètes établies avec Fidel Castro pour aplanir le conflit avec Cuba. Mais on voit bien que si Kennedy a été assassiné parce que aussi il voulait arrêter la guerre froide, aujourd'hui, le même état profond qui s'est mis en place pour l'assassiner continue exactement la même opposition aux Russes en Ukraine, avec le soutien aux néo-nazis. Donc on voit bien qu'on met le doigt sur une espèce de trame de fond dont moi je pense, avec le travail de Lyndon LaRouche, on le comprend un peu, que la tête pensante, c'est quand même l'Angleterre avec le couple Windsor-Rothschild, sachant que ce sont les Rothschild qui tiennent l'économie anglaise depuis 1815. Donc c'est plutôt la prégnance juive avec le projet du Grand Israël qui domine dans cette espèce de matrice. Et je voulais attirer l'attention là-dessus parce que c'est quand même, on met le doigt sur un truc qu'on peut suivre dans le temps. J'ai l'habitude de dire qu'on suit un psychopathe qui agit toujours de la même manière avec des accusations inversées. Par exemple, vous avez fait un travail qui m'a impressionné sur l'assassinat de Bobby Kennedy, avec cette manipulation par hypnose d'un Palestinien chrétien pour essayer de maquiller le crime des Israéliens qui voulaient se débarrasser de Kennedy parce qu'il n'était pas assez pro-israélien, avec le toupet de dire que Kennedy était le grand défenseur d'Israël.
et même le même espèce de satanisme dans les accusations inversées, dans le maquillage du crime. On retrouve ça en Ukraine, dans le 11 septembre, dans l'assassinat de Kennedy. Mon idée, c'était un peu d'attirer l'attention sur cette espèce de trame. Voilà. Ok, ouais. Général, vous voulez, oui, non, voulez réagir? moi ce que j'ai dit, ce qu'on a dit hier, hein, c'est-à-dire que dans cette affaire-là, il y a une conjonction d'intérêts qui se sont retrouvés je veux dire, pour faire disparaître Kennedy. Il n'y avait pas que Israël. Israël, bien sûr, était intéressé parce que, à cause du programme nucléaire, à cause de l'aide financière, à cause de l'armement, hein, l'armement offensif, et puis à cause aussi, bien sûr, de la promotion de Johnson, hein, quelqu'un qui leur serait beaucoup plus favorable. Donc Israël était très intéressé. Hein, à qui profite le crime? Il a certainement beaucoup profité à Israël. Mais il n'y avait pas que Israël qui était intéressé à la disparition de Kennedy. Hein. Il y avait bien sûr les Cubains anticastristes, je veux dire, hein, qui étaient réfugiés en Floride aussi, en voulaient à mort à Kennedy, ouais. Hein, pour l'histoire de la baie des cochons. Et puis il y avait aussi les lobbies pro-armement, enfin les lobbies militaro-industriels, hein, qui voulaient continuer la guerre pour pouvoir vendre leurs armes. Donc, c'est une conjonction d'intérêts. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quand on recherche quand on fait une enquête de ce genre-là, bon, il faut d'abord dresser une liste de suspects. Hein, moi, je constate que dans les suspects, je n'ai jamais vu Israël présenté comme un suspect potentiel, hein, alors qu'il y aurait eu matière à le faire. Hein. Il y avait quand même à qui a profité le crime, hein. On se pose toujours la question à qui profite le crime, et on part toujours vers celui, on étudie la piste complètement de celui à qui le crime a certainement beaucoup profité, et Israël aurait dû au moins figurer dans la liste des suspects. Ce qui n'a jamais été le cas. Personne n'en a fait mention, personne n'en a fait état. Donc, qu'il y ait eu d'autres suspects, bien sûr. Hein, on a vu que, d'ailleurs, on nous a noyés très vite avec un nombre de pistes qui partaient dans tous les sens, hein, de manière à ce qu'on ne trouve jamais la bonne piste. Bon, ce que je dis, c'est qu'il s'est trouvé un moment où il y a eu une conjonction d'intérêts entre plusieurs partis et qui se sont mis d'accord pour éliminer Kennedy. Hein. Voilà. Mais par contre, au niveau de l'exécution, c'est vrai qu'on retrouve quand même beaucoup de gens qui étaient liés à Israël, hein, dont Lyndon Johnson, qui était lié qui était viscéralement lié pour des raisons, je veux dire, d'origine. Hein. Et puis, il y avait aussi Ruby, il y avait, enfin bon, tous ceux qui ont été évoqués dans cette affaire, il y avait quand même un très grand nombre. Hein. Ils représentent 1% de la population américaine, mais par contre, sur le plan de l'affaire Kennedy, je crois ils ont déjà dépassé largement les 50% de gens impliqués directement. C'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. Donc, et puis dans ce genre d'affaires, il y a ceux qui réfléchissent, qui trouvent un intérêt à supprimer Kennedy, qui commanditent l'opération, et puis il y a ceux qui l'exécutent. C'est encore autre chose. Hein. Il faut bien étudier un petit peu toute la panoplie. Et puis il y a ceux qui couvrent, qui sont chargés après de couvrir Israël, éventuellement en pointant du doigt la CIA ou autre. Voilà. Moi, si je peux réagir, je dirais, je pense qu'effectivement, il faut effectivement comprendre qu'il y a plusieurs groupes qui sont impliqués, plusieurs intérêts, mais comment, de manière réaliste, imaginer la préparation de l'assassinat? Je pense qu'on est quand même obligé de penser qu'au départ, il y a un noyau très restreint de gens très soudés par un intérêt commun inconditionnel et absolu qui prennent l'initiative.
Après, moi, dans mon esprit, c'est Israël, c'est-à-dire c'est Ben Gourion avec voilà. Bon, Je suis d'accord. Seulement, s'ils veulent réussir et surtout s'en sortir indemnes, il faut qu'ils impliquent d'autres groupes. Oui. Donc, ils impliquent la CIA, évidemment, à travers Angleton au moins, probablement à travers aussi les exilés cubains qui sont contrôlés, financés et entraînés par la CIA en Floride. Et d'ailleurs, on peut aussi rajouter plein d'autres. On peut aussi rajouter les intérêts texans, parce que bon, on ne va pas s'étendre, mais Kennedy avait quand même pris des mesures qui étaient quand même assez hostiles aux intérêts pétroliers, et au Texas, c'est quand même un des bastions des intérêts pétroliers. Il faut aussi impliquer le service secret. N'oublions pas ce qu'on appelle le Secret Service, c'est-à-dire la sécurité du président. Parce que quand on regarde les détails de ce qui s'est passé sur Dealey Plaza le 22 novembre 63, il est évident qu'il y a des complicités clés très très importantes au niveau de la sécurité de Kennedy, le conducteur qui ralentit pratiquement, qui se met à l'arrêt, etc., ceux qui ont organisé le... Voilà. Il faisait partie du MI6 d'ailleurs. Alors, le service secret, bon, c'est une piste très intéressante. Il y a un spécialiste aux États-Unis qui s'appelle Vincent Palamara qui s'est spécialisé sur enquêter sur les... Alors, il les a étudiés tous, la biographie de tous les membres du Secret Service, qui montre en fait que quand on étudie à qui ils étaient liés, ceux qui se sont impliqués de manière active, parce qu'il y avait plusieurs sensibilités dans le Secret Service. Il y en a qui adoraient Kennedy, il y en a qui adoraient Kennedy et Jacqueline. Celui qui s'est précipité sur la limousine, là, c'était celui qui était attaché à Jacqueline Kennedy. Il était, lui, certainement pas impliqué, mais il y en a qui étaient visiblement impliqués. Et en fait, on arrive bien à voir qu'ils étaient sous l'influence de Johnson, qui après les a promus à des postes importants, etc. Donc il y en a 3 ou 4 clés. Donc là, on est plutôt dans la filière Johnson. Johnson, il était à la Maison-Blanche, hein, donc à la Maison-Blanche, il avait quand même beaucoup de moyens de trouver des complices. Et il y avait dans les Secret Service, c'était quand même des gens, vous voyez, des gardes du corps, pas forcément idiots, mais enfin, pas forcément non plus très éveillés sur les problèmes géopolitiques et qui avaient une tendance à détester Kennedy. Kennedy était détesté par beaucoup de monde, c'est évident. Et si on fait le compte, si on fait le bilan de tous les gens qui détestaient Kennedy, ça fait effectivement énormément de suspects. N'oublions pas même le Texas. Certains ont dit que c'est le Texas qui a assassiné Kennedy. Quand on comprend les États-Unis, il y a un moment, il faut comprendre que la guerre de sécession n'a jamais été vraiment réglée. Le Sud a toujours une hostilité très profonde envers Washington et le Texas se considère toujours comme un pays différent. Un peu comme Israël d'ailleurs. Les règles ne s'appliquent pas totalement à eux. Donc il y a quelque chose que Lyndon Johnson, qui était un Texan, comme les Bush d'ailleurs. Enfin, les Bush n'étaient pas texans d'origine, mais Lyndon Johnson, lui, c'était vraiment le Texas. Donc, lui, il connaissait tous les gens qui détestaient Kennedy au Texas. Donc, c'est lui qui avait les moyens. Quand on se demande comment Kennedy a été assassiné, il faut toujours se demander, mais pourquoi Dallas, Texas? Parce que Lyndon Johnson est texan et que c'est là qu'il pouvait organiser les choses. Donc, bon, je vais pas passer en revue tout ce sur quoi je pourrais réagir, mais disons que c'est vrai qu'on trouve forcément des complicités, soit directes, soit indirectes, c'est-à-dire soit des gens qui étaient au courant du plan global, soit qui ont été entraînés sans savoir très bien exactement à quoi ils participaient, dans la CIA, dans l'FBI, dans le Secret Service, un peu partout. Mais là encore, je pense qu'il est difficile d'imaginer que tous ces groupes se sont rassemblés de manière spontanée sans qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus des autres. Et dans le scénario que moi je propose, mais qui est une hypothèse, je n'ai pas de certitude, je pense que la CIA a été impliquée, mais que les gens de la CIA qui étaient impliqués, notamment Angleton, ne savaient pas exactement à quoi ils participaient. Et là, il y a plusieurs hypothèses, je ne peux pas développer, mais à ceux qui insistent sur le fait que la CIA, qui est quand même l'école dominante, hein, la CIA a fait assassiner Kennedy. Pourquoi la CIA a fait assassiner Kennedy? Parce que Kennedy avait viré Alan Dulles, avait fait foirer l'opération de la baie des cochons, que la CIA préparait depuis des années et des années, et il avait investi beaucoup. La CIA s'est toujours quand même focalisé beaucoup à l'époque, surtout sur l'Amérique latine. Hein. On a parlé du Guatemala, mais c'était l'Amérique latine, c'était vraiment leur truc.
Kennedy avait refusé, avait résisté à la pression des faucons du Pentagone de réagir de manière violente durant la crise des missiles cubains, etc. Donc, ceux qui incriminent la CIA, pardon? Ils partaient du Vietnam aussi, puis ils voulaient reprendre le contrôle de la monnaie. Il y a plein de trucs qui viennent. Oui, oui, il y a aussi ça. Mais restons sur la CIA, parce que c'est un exemple quand même, c'est l'école dominante, on va dire. Donc, j'expose ma critique de cette école-là. Je demande, alors la CIA a assassiné Kennedy parce qu'il ne voulait pas faire la guerre à Cuba, il ne voulait pas envahir Cuba. C'est la thèse quand même dominante, hein, aujourd'hui, la thèse de James Douglas. Le Vietnam, c'est pas surtout pour le désengagement au Vietnam. Il y a aussi le Vietnam, oui. Enfin bref, il n'y a pas eu d'invasion de Cuba après l'assassinat de Kennedy. Et ça, c'est quand même embarrassant pour ceux qui disent, oui, c'est la CIA qui a fait assassiner Kennedy parce que Kennedy ne voulait pas envahir Cuba. Ah oui, mais il n'y a pas eu d'assassinat, il n'y a pas eu d'invasion de Cuba. Donc les gens qui à la CIA étaient impliqués dans le projet, notamment Angleton, ont dû être quand même, et surtout évidemment les exilés cubains qui certainement ont mis la main à la pâte, qui eux avaient qu'une seule obsession, c'est que les États-Unis virent Castro et qu'ils puissent rentrer à Cuba et reprendre leurs affaires et leurs propriétés. Donc ça n'a pas eu lieu. Lyndon Johnson n'a même pas essayé d'attaquer Cuba. Donc il y a ils ne pouvaient pas revenir en arrière sur l'accord qu'ils avaient conclu avec les Russes de faire partir les missiles en Turquie en contrepartie. Par contre, ils ont été au Vietnam, donc ils n'ont pas complètement... du coup, ils sont redéportés au Vietnam. Donc l'histoire de la confrontation... Oui, c'est vrai. On peut dire ça, mais il reste quand même que Oswald a été, on lui a taillé sur mesure un costume de pro-Castro, pro-soviétique, pour faire porter le chapeau aux soviétiques et à Castro. Donc pour avoir un prétexte false flag, un prétexte faux drapeau. Enfin, c'est la thèse dominante. Et si c'est le cas, si ceux qui ont taillé ce costume à Oswald l'ont fait dans l'optique de créer un prétexte, un faux prétexte pour attaquer Cuba, eh ben, ça n'a pas eu lieu. Donc le plan a foiré, quelque part. Alors, ceux qui défendent cette thèse de la CIA disent oui, le plan a foiré à cause de Lyndon Johnson, ce brave Lyndon Johnson qui adorait son président. Il n'a pas pu empêcher l'assassinat de son président, mais au moins il a empêché qu'on utilise l'assassinat de son président pour envahir Cuba. Ce qui ne tient absolument pas la route parce que Lyndon Johnson reste, quoi qu'on dise, le suspect numéro 1. Il avait le mobile, il avait les moyens, il avait tout. On peut ajouter qu'il avait un procès en cours et qu'il allait terminer en prison. Hein. Absolument, oui. Donc voilà. Après, sur Lyndon LaRouche, moi je ne connais pas suffisamment, mais j'ai tendance à penser que Lyndon LaRouche quand même avait, parce que je crois qu'il est décédé maintenant, hein, il me semble, et que son école a une tendance quand même à contourner un petit peu Israël. Donc c'est toujours effectivement la City de London. Hein, la City de Londres, hein, on arrive toujours là, en passant par les Vénitiens, évidemment, éventuellement, il y a plusieurs... c'est très intéressant ce qu'il dit, mais enfin, il y a une tendance à ne pas voir l'étoile de David qui est la signature quand même sur beaucoup de choses. Et Cléchaud, c'est quand même un juif sioniste. Mortimer Bloomfield, vous l'avez dit, c'est un contact et d'ailleurs, Cléchaud, le personnage de Cléchaud est assez central dans la thèse de Michael Collins Piper, hein, que j'ai mentionné, je crois, qui a été le pionnier. Donc, pour Piper, Cléchaud, ça mène à Israël, ça mène pas à la City de Londres. Donc, effectivement, on peut trouver des liens partout, mais moi, je reste, j'entends et je ne conteste pas qu'il y a une espèce de constellation globale, mais quand je vois même le monde aujourd'hui, quelle est la nature de ce nouvel ordre mondial dont parle Attali? C'est quand même le nouvel ordre mondial de la Bible, quelque part. C'est quand même celui-là qui prédomine. Quand Lyndon LaRouche parle de la City et de Londres, il parle de Rothschild, puisque Rothschild a l'économie anglaise. Donc c'est lié au plan d'Israël, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas découplé, ça va avec en fait. Ouais, encore faudrait-il montrer que les Rothschild identifier le lien précis entre les Rothschild et le sionisme, c'est complexe, c'est pas si simple. D'ailleurs les Rothschild c'est une grande famille, hein, ils n'ont pas tous sur la même longueur d'onde.
C'est toujours pareil. Moi, j'ai fini par me dire, on dit la CIA, le FBI, mais je dis qui à la CIA, qui au FBI, qui dans les Rothschild. Vous voyez, les Rothschild, il y en a des milliers. Hein. Donc, il faut arriver à à penser en termes d'enquête criminelle et trouver des noms de personnes et trouver des liens assez directs. Parce que sinon, on est dans ce que les Américains appellent les circumstantial evidence, c'est-à-dire des indices indirects. Tout à l'heure, on a parlé des frères Dulles, mais il y a aussi les frères Cabell. Un des frères Cabell s'est fait virer pour l'histoire de la baie des cochons, mais son frère était le maire de Dallas. Et c'est eux qui ont décidé l'erreur de Kennedy. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai que c'est vrai. Ouais. Il y a aussi je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai mis sur mon site, mais il y a le témoignage de la maîtresse de Kennedy. Alors après, on peut toujours dire oui, c'est Johnson. De Johnson, pardon, Madeleine Duncan Brown, qui explique qu'il y a eu une réunion de tous les notables, de tous les milliardaires texans, effectivement, avant l'assassinat, qu'il y avait Hoover, qu'il y avait Nixon, qu'il y avait Murchison, des tas de gens. Elle explique bien le truc, mais ça c'est intéressant aussi parce que après c'est un témoignage, hein. C'est intéressant. C'est vrai que dans tous les livres qui incriminent Johnson, il y en a quand même pas mal, hein, des livres américains qui incriminent Johnson. C'est vrai que ce témoignage de Madeleine Brown revient souvent. Bon, moi j'ai préféré le mettre de côté parce que Madeleine Brown c'est quand même essentiellement une pute. Hein, faut le dire. Oui, c'est la maîtresse de Johnson, mais pas que. Hein. C'est essentiellement quand même une personnalité un peu trouble. Elle a donné le nom de toutes ces personnalités qui étaient à cette réunion. Or, elle dit en même temps qu'elle n'y était pas à cette réunion. Elle était dans le salon pendant que les hommes fumaient le cigare et discutaient. Les femmes, elles étaient. Ce témoignage me paraît un petit peu douteux. Mais il est douteux, je ne dis pas qu'il y vaut rien, hein, mais donc je préfère le mettre de côté. Surtout que dans si vous voulez, la veille de l'assassinat de Kennedy, Johnson invite, je veux dire, Hoover, toutes les grandes personnalités, j'ai plus la liste en tête, mais une espèce de mélange de pétroliers, ça me paraît un petit peu douteux, quoi. Par contre, qu'il lui ait dit, parce que la clé de son témoignage, c'est qu'après cette réunion, il est rentré avec elle, il lui a pris la main, il l'a serré très fort, il lui a fait mal, il lui a dit « Demain, les Kennedy ne m'embarrasseront plus ». Ça, c'est possible. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle dit que Jack Ruby et Johnson étaient proches. Voilà, mais je ne vois pas ce que vient faire. Ah oui, elle met même Jack Ruby dans cette réunion. Franchement, ça ne me paraît pas très crédible que Jack Ruby, qui est quand même un gangster de bas niveau, se trouve dans une réunion pour décider. Moi, je pense que Jack Ruby, le profil de Jack Ruby, c'est un gars il fait ce qu'on lui dit de faire. D'ailleurs, la veille de l'assassinat de Kennedy, non, le lendemain, dès que Oswald est arrêté, non, c'est le même jour, hein, il téléphone à Al Gruber, donc, qui est un contact de Mickey Cohen, donc, qui est un mafieux de la mafia juive dont on a parlé. Il reçoit ses ordres, quoi. Hein, il lui dit, et ses ordres qu'il ne peut pas refuser, quoi. Je vois pas, c'est ça qui me fait tiquer quand j'entends ce témoignage de Madeleine Brown. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas trop. Je ne vois pas Jack Ruby assis à côté de Edgar Hoover en train de fumer le cigare et de boire le whisky. Ça me paraît pas un petit peu douteux. Ouais. Moi, j'ai la liste et je ne pense pas qu'elle ne le mentionne pas avec eux. Hein. Si, je crois. Elle dit que c'est l'avocat de Johnson qui lui a présenté Ruby, mais c'est à une autre réunion. Après, moi, j'ai revu ça il n'y a pas très longtemps. Elle donne une liste longue de gens qui étaient à cette réunion. Et il y a un espèce de mélange qui ne me paraît pas complètement crédible. Mais bon. Enfin, bon, moi, on n'a pas toutes les réponses encore, hein, donc je ne rejette rien. Simplement, je me suis focalisé sur l'hypothèse, ce que j'appelle le chemin le moins fréquenté de la recherche, hein, qui est quand même un chemin qui mérite d'être exploré. Et voilà, donc, mais... Aujourd'hui, quand vous regardez, imaginez un politicien qui critiquerait, qui dirait par exemple, Poutine n'est pas un dictateur, ce qui se passe en Ukraine, c'est pas vraiment ce qu'on dit, ou qui dirait, les Israéliens sont en train de génocider les Palestiniens. Il aurait affaire à une espèce de broyeuse médiatique qui lui taperait dessus, on est bien d'accord. Oui.
Moi, j'ai l'impression que Kennedy, c'est la même broyeuse qui lui est tombée dessus quelque part, parce que c'est le même mécanisme. Regardez Trump, comme ils lui sont tombés dessus, alors qu'il a voulu juste un peu recentrer les États-Unis à l'intérieur. L'assassinat de Dallas, il faut toujours regarder en tête ce que c'est. Hein. C'est quelque chose de très très particulier. Il n'y a aucun équivalent dans toute l'histoire. C'est un assassinat qui est fait en plein jour. Devant une foule, enfin relativement parsemée, parce que sur Dealey Plaza, il n'y avait plus énormément de monde, filmé par un gars qui ne tremble pas lorsqu'il voit la tête, lorsqu'il entend les balles siffler à côté de son oreille droite, et lorsqu'il voit la tête de Kennedy exploser, sa caméra ne bouge pas. Il s'appelle Abraham Zapruder. Bon, il avait ses bureaux dans le Dall Text Building, d'où sont partis des coups de feu. Donc tout ça est un truc absolument incroyable qui d'ailleurs, il y a un chercheur sur Kennedy, un des premiers qui s'appelait Vincent Salamara, non pas, je confonds pas Salandria, qui au bout de deux décennies a fini par dire non, on s'est planté, ça peut pas être la CIA. La CIA n'opère pas comme ça, ne fait pas des assassinats en plein jour avec filmé de cette manière-là, et puis surtout, la CIA n'a pas les moyens d'orchestrer une couverture internationale, c'est-à-dire que là, on a affaire à quelque chose qui est... enfin, il y a une signature, puis moi j'ai insisté sur l'homme au parapluie aussi, bon, ça c'est un détail un peu particulier, mais... l'assassinat de Kennedy, c'est pas juste des gens qui veulent détruire Kennedy. Vous voyez, il faut voir ce que c'est que l'assassinat de Kennedy sur Dealey Plaza. C'est un truc qui dans l'histoire n'a pas d'équivalent. Ce film de Abraham Zapruder, il y a aucun. Quand j'ai dit que c'est le seul assassinat filmé, on m'a dit non, il y en a d'autres, mais en réalité, il n'y en a pas d'autres qui ont été filmés de manière aussi claire. Vous êtes d'accord qu'il a été retouché, ce film, parce qu'à un moment donné, la voiture n'apparaît nulle part, il manque un passage. Après, le côté où on devrait voir les tireurs sur la palissade a été complètement coupé, parce que c'est sûr qu'il les filme. Maintenant, on ne le voit pas, donc ça a été retouché, ce film. Oui, mais ça, je le nie pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté, c'est un peu comme la crucifixion du Christ, quoi. C'est une image qui a été faite, c'est un assassinat qui a été fait pour avoir un impact incroyablement fort sur le peuple américain. En réalité, ce qui s'est passé à Dealey Plaza le 22 novembre 1963, c'est l'Amérique qui a été assassinée. C'est quelque chose qui s'est brisé dans le cœur de tous les Américains. Parce qu'ils ont vu qu'on était capable de faire ça devant leurs yeux et qu'après, on leur raconte une histoire à dormir debout. Et donc, il y a dans l'inconscient collectif, enfin plus ou moins conscient, inconscient des Américains, l'idée qu'on s'est foutu de leur gueule et que l'Amérique est un gigantesque mensonge depuis 1963. Il y a cette dimension-là qui dépasse très largement, si vous voulez, tout ce qu'on peut concevoir comme complot parce que Kennedy voulait pas faire ceci ou voulait pas faire cela. C'est quelque chose c'est pour ça que moi je débouche un peu, c'est pour ça que ça m'émerveille, ça me fascine cette histoire. Il y a une dimension christique carrément. Kennedy était un personnage, et puis la dimension, le plus important finalement pour comprendre cette histoire, à mon avis, on n'en a pas parlé encore, le général de la Ward, je pense, a bien compris ça, c'est que c'est tout le monde, la géopolitique mondiale qui a été transformée. Parce que Kennedy, ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, plusieurs historiens ont écrit des livres pour le montrer, c'est que Kennedy, en fait, était en train de transformer le monde dans le sens de la multipolarité. Le terme lui-même n'existait pas à l'époque, mais c'était exactement ça ce que voulait faire Kennedy. Il voulait que l'Amérique cesse d'être une puissance coloniale. Il soutenait tous les gouvernements anticoloniaux, les mouvements d'indépendance en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, enfin l'Égypte, etc. Donc il avait véritablement cette vision et il ne l'a pas eu en 1960 quand il est devenu président. On suit son parcours depuis les années 50. Il avait cette vision qu'on peut qualifier proprement de multipolarité, c'est-à-dire détruire, on va dire, cette vocation impérialiste hégémonique de l'Amérique. Donc c'était quelque chose de gigantesque, si vous voulez, que représente Kennedy. Dans une moindre mesure, c'est ce que Trump a essayé de faire d'un point de vue plus protestant et plus sioniste que Kennedy. Mais on a vu comment ils lui sont tombés dessus, ils lui ont inventé des histoires bidons. Franchement, moi j'ai vraiment l'impression que on a affaire au même truc.
Ah oui, il y a des points communs entre Trump et Kennedy, ouais, c'est vrai, il y a des points communs. Parce que je crois qu'il a une position politique idéologique qui veut recentrer un peu plus les États-Unis à l'intérieur. Et ça enlève un peu l'influence de ce projet avec Israël, effectivement, et que souvent les Anglais poussent aussi. Pour ça, Ouais, mais Kennedy a une dimension beaucoup plus grande que Trump, à mon avis. D'abord, il y avait le côté dynastique. Kennedy, c'est la famille royale américaine, hein. C'est pour ça que quand le fils est mort, c'était le prince héritier qui était mort. C'est quelque chose de profond. Il y a une sorte d'archétype Kennedy très profond dans l'inconscient collectif américain. Et puis, il y a une dimension aussi sur laquelle j'ai insisté dans mon livre, qui est quand même importante, même si ce n'est pas la clé. Elle est importante parce qu'elle est fondamentale dans le regard des Juifs comme Ben Gourion que portaient ces gens-là sur Kennedy. C'est que pour eux, John Kennedy, c'était le fils de son père. Et ils ont raison. John Kennedy était extrêmement proche de son père, à tout point de vue, du point de vue idéologique. Et qui était son père? Son père était détesté très profondément par les Juifs en général, parce qu'il avait essayé d'éviter la Seconde Guerre mondiale, donc il était accusé, à raison, à juste titre, d'avoir soutenu la politique d'apaisement de Neville-Chamberlain. Il l'a soutenu de manière extrêmement active, contre l'avis de Roosevelt, dont il était ambassadeur à Londres, nommé par Roosevelt. Cette histoire-là sert un peu d'arrière-plan, mais est très importante pour comprendre qu'il y avait une réelle haine très farouche, très, très intense des milieux sionistes contre Kennedy, qui allait au-delà, si vous voulez, de son refus de laisser Israël se doter de la bombe atomique, etc. Je pense que c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger, quoi. Et question, Monsieur Delaware, Kennedy, là, Robert Kennedy actuellement, ça serait l'héritier? Est-ce qu'il porte un peu la flamme de cette famille? D'après vous deux. Hein, oui, mais moi je pense que le Robert Kennedy d'aujourd'hui, qui n'est pas encore battu, hein, les élections ont lieu dans un an, les choses avancent doucement et c'est à l'heure actuelle, je l'ai écrit quelque part parce que je suis ça de très près, le candidat qui a le moins d'opinions défavorables sur tous les candidats, les grands candidats, c'est-à-dire, ils sont trois, hein, grands candidats sur une douzaine, il y a Trump, il y a Biden et il y a Kennedy. Kennedy a des résultats qui montent jusqu'à 15 à 20%, hein, dans certains sondages aujourd'hui et dans plusieurs États. Donc Kennedy, alors aujourd'hui, il est beaucoup plus prudent que son oncle, que son père et que son oncle, dans la mesure où il fait plus ou moins allégeance à Israël. Mais on pense, enfin moi personnellement, je pense qu'il fait comme tout le monde. Il a d'abord une élection à affronter, donc il est obligé de composer avec les règles du jeu américaines, hein, qui consistent à passer les bons examens devant l'AIPAC en particulier, hein, il faudra qu'il y aille, bon, même s'il ne sera pas forcément bien reçu, hein, parce que justement il est le troisième de la dynastie et que la haine se poursuit, hein, au-delà des générations, hein, je pense que, mais au moins il va essayer de ne pas se montrer contre Israël et d'ailleurs dans les positions qu'il prend aujourd'hui, il s'est montré quand même assez pro pour la défense d'Israël. Bon, il ne le fait pas à grand bruit, hein, il le fait à bas bruit, mais il le fait quand même, hein. Il s'est montré solidaire du gouvernement israélien et du peuple d'Israël. Bon, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire ça. Mais bon, aujourd'hui, il est certainement victime de la haine que les sionistes lui portent, hein, portent à sa famille en général. Et il aura peut-être du mal à arriver vivant aux élections, parce que on dit la coutume de dire jamais 203, c'est pas exclu du tout qu'il disparaisse lui aussi, hein, mais à l'heure actuelle, avec les deux éléphants qui se battent et qui vont s'autodétruire l'un l'autre, hein, Biden et Trump, il n'est pas impossible du tout que celui qui tire son épingle du jeu, il y a encore un an d'ici les élections, il y aura beaucoup de choses qui vont survenir encore, hein, rien n'est impossible. Moi, ça ne me surprendrait pas
qu'il puisse être… en termes de popularité, dans les candidats, les 13 candidats, c'est le plus populaire des 13. Hein. En termes d'opinion favorable, il a plus d'opinions favorables que n'en a Biden. Il est à 42, en gros, hein, 42% d'opinions favorables. Et par contre, il a moins d'opinions défavorables. Donc, il est le seul candidat, d'ailleurs, à avoir plus d'opinions favorables que d'opinions défavorables sur les 13 candidats. Donc ça, je l'ai remarqué. Bon, alors est-ce que ça aura un impact sur l'élection? C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire, hein. Mais je dis que tous les scénarios sont possibles. Hein. Biden est âgé, il n'est pas certain qu'il arrive encore avec toute sa tête, déjà qu'il a déjà plus, mais qu'il arrive avec toute sa tête aux élections, hein, en bon état. Et quant à Trump, il aura été tellement démoli par les médias, hein, les médias mainstream, par le juge, par le secrétaire à la justice qui s'appelle Merrick Garland et qui veut sa peau, évidemment. Hein. Merrick Garland, il fait partie du système, on va dire, sioniste, hein, pro-sioniste. Donc, je pense que un candidat peut tirer, on ne sait jamais, hein, il a encore une bonne popularité, il peut tirer les marrons du feu et on va voir ce qui va survenir. Hein. Mais je suis ça avec attention, il reste encore un an. Un an, c'est long, hein, c'est très très long en matière électorale. Donc Laurent, vous pensez que Robert Kennedy Jr. est le successeur de son père? Alors j'écoute le général là et je n'ai pas d'informations plus précises. Hein. Moi, j'admire Robert Kennedy Jr. pour son travail sur les vaccins, sur la crise Covid. C'est absolument formidable ce qu'il a fait. Oui. Je suis assez fier d'avoir fait la première recension de son livre, qui est un livre très très documenté. Alors je pense qu'il a une équipe derrière lui, mais c'est quand même quelqu'un qui maîtrise parfaitement le dossier des vaccins, de l'industrie, de la criminalisation, de cette industrie pharmaceutique totalement mafieuse et criminelle, et il n'y va pas par le dos de la cuillère. Dans son livre, il y a aussi plusieurs chapitres sur le sida. J'ai découvert cette histoire incroyable de la crise du sida. On ne peut pas rentrer dedans, mais enfin, je l'admire beaucoup pour ce travail très courageux. Alors après, maintenant, effectivement, par rapport à Israël, j'ai vu qu'il décevait beaucoup sur le site sur lequel je publie, par exemple, la Wounds Review. Là, beaucoup de gens lui crachent dessus maintenant parce que sont très déçus de son attitude, de son manque de courage, pour au moins ne serait-ce qu'apporter quand même un soutien un peu plus modéré à Israël et puis prendre la défense de la cause palestinienne d'une manière ou d'une autre. Bon, mais je pense qu'effectivement, il ne peut pas tout faire et qu'effectivement, il a fait le choix de ne pas non plus se mettre en danger sur ce dossier-là. Il a déjà. Alors, je ne sais pas. Effectivement, je pense que j'imagine qu'il ne maîtrise pas ce dossier d'Israël. Et sur son oncle et sur l'assassinat de son oncle et de son père, il a bien compris qu'on nous a menti. Il a bien compris que son père n'a pas été assassiné par Sirhan Sirhan. Il est allé rencontrer Sirhan Sirhan en prison et il est convaincu que Sirhan n'a pas tué son père. C'est-à-dire que les coups de feu qu'a tiré Sirhan n'ont pas touché son père puisque l'autopsie prouve que les balles mortelles venaient de derrière à quelques centimètres. Donc, enfin, il connaît bien ce dossier sur l'aspect technique. Et il raconte, j'ai lu sa dernière biographie qui cite ses propos souvent, il dit qu'il a été initié, on va dire, à la recherche sur l'assassinat de son oncle par le livre de James Douglas. Et le livre de James Douglas, alors pour la petite histoire, moi j'ai communiqué avec James Douglas puisque c'est moi qui ai en fait incité les éditions 2001 à traduire son livre qui est disponible en français, que je recommande. Mais le livre de James Douglas est très caractéristique de cette école qui veut démontrer que la CIA a assassiné Kennedy et qui innocente Lyndon Johnson. Comme je l'ai dit, Lyndon Johnson n'a pas pu sauver Kennedy, mais au moins il a empêché la CIA d'envahir Cuba, ce qui ne tient pas la route. Et surtout, pas un mot sur Dimona et sur Israël, alors que le thème général du livre de James Douglas, c'est l'effort intense de Kennedy d'abolir l'arme nucléaire.
de faire une désescalade de l'armement nucléaire. Et pourtant, pas un mot sur Israël. Donc je pense que Robert Kennedy, il n'est pas allé beaucoup plus loin. Je ne pense pas qu'il connaisse la piste Israël. Je dis ça, j'en sais rien. Ou peut-être qu'il ne veut pas la connaître pour l'instant, je ne sais pas. Un porteur. Oui. C'est quand même un très mauvais calcul politique parce que la plupart de l'électorat de Biden était plutôt pro-palestinien. Ils auraient été du côté de Kennedy. Là, il a fait une diatribe pro-israélienne qui, en plus, est en totale contradiction avec le droit international. Pour un juriste, ça la fout mal, quoi. Et d'ailleurs, son équipe de campagne s'est barrée à cause de ça. Mais il a monté en flèche dans les médias. Alors donc, voilà. C'est un calcul politicien de l'histoire d'Israël. Ils peuvent soutenir un génocide, quoi. Moi, je trouve que ça c'est vraiment… Je pense qu'il a dû perdre une partie, effectivement, de son soutien. Il a dû beaucoup décevoir, parce qu'effectivement, soutenir la cause palestinienne, alors c'était peut-être pas le bon moment de le faire, il aurait peut-être dû le faire avant, je ne sais pas. On va voir comment ça va évoluer. Moi, je ne suis pas dans sa tête, et puis, effectivement, il faut faire des calculs politiques quand on veut être élu. Sans être… Moi, je ne suis pas un partisan des Palestiniens ou pas plus d'Israël, encore moins d'Israël, on va dire. Mais je suis pour le droit international, voilà. C'est-à-dire civil protégé en cas d'agression militaire. Ouais. Juste ce point de vue aurait été totalement impartial, ça aurait été respectable. Là, il a pris parti pour des gens qui sont déjà des colons et qui, en plus, massacrent des gamins devant tout le monde. Et vous savez, par rapport les Kennedy et le lobby juif, on va dire, je vois beaucoup de commentaires sur les sites américains sur lesquels je publie et que je suis. Effectivement, on me répond souvent sous mes articles, le dernier par exemple, pour me dire non, mais en fait Kennedy, il était complètement sous l'influence juive. Alors, il faut voir un peu les deux côtés des choses. John Kennedy avait des juifs dans son cabinet, évidemment, et autour de lui, il était bien obligé, mais Kennedy, comme je l'ai dit, était le fils de son père, et on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, son père est considéré comme quelqu'un qui a, exactement comme Charles Lindbergh, je ne sais pas si vous connaissez Charles Lindbergh, qui disait c'est les Juifs qui veulent nous faire entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Bon, le père de Kennedy était un peu sur la même longueur d'onde, donc John Kennedy lui aussi, mais le père de Kennedy, après la Seconde Guerre mondiale, il a compris qu'il fallait quand même être du côté des gagnants si on voulait continuer à avoir un futur politique. Lui, il a dit, moi j'ai plus d'avenir politique, je suis grillé, je me mets en retrait, mais je vais aider mes enfants à avoir un avenir politique et il faut jouer avec les gagnants. Donc Kennedy avait quand même faisait des calculs politiques, mais il avait quand même bien compris qui était l'ennemi. Hein. Par contre, son frère Robert, c'est beaucoup plus confus et complexe. Son frère était alors, lui, dans sa campagne de 1968, beaucoup plus entouré d'avocats, de conseillers juifs. Et donc, on a l'impression que Robert, lui, n'avait pas du tout cette sensibilité. Pourtant, c'était un ami, il avait travaillé avec McCarthy, Joe McCarthy, qui avait lancé la campagne anticommuniste, et Joe McCarthy, pour lui, communiste et juif, c'était un peu la même chose. Donc Robert, donc le père de Robert Junior, c'est un peu différent. Hein. John et Robert, c'est différent. Et donc, je ne sais pas exactement. Il ne faut pas oublier que il y a des choses troublantes quoi, dans l'histoire des Kennedy. La fille de John a quand même épousé un Schlossberg, donc son fils s'appelle John Kennedy Schlossberg, alors que Schlossberg est un personnage qui est un peu étrange et pas très sympathique, en tout cas assez détesté par beaucoup de Kennedy. C'est une famille qui est très ciblée par la communauté d'une manière différente. Il y en a qui sont assassinés, il y en a d'autres qu'on épouse. Il y en a qu'on courtise, et il y en a qu'on détruit. C'est complexe. Vous avez travaillé sur le personnage de John, non, celui qui a fini dans l'accident. John Junior, que sa mère, lui, il n'aimait pas qu'on l'appelait John, mais c'est quand il était petit, on l'appelait John, mais John Junior, John Fitzgerald Kennedy Junior, qui est mort en 1999 dans un accident très suspect, un accident d'avion, au moment où il se lançait en politique. Et John Junior se lançant en politique, il y avait peu de doute qu'il allait finir à la Maison-Blanche. Son charisme, son aura, le mythe Kennedy, puis c'était un personnage intelligent, sympathique, beau comme un dieu, et certainement et très instruit sur l'assassinat de son père. Depuis très longtemps, il lisait, il savait très bien
victime d'un assassinat pour vous alors? J'en ai pas la preuve, mais oui, je pense que oui. Enfin, disons que les circonstances sont trop. Par contre, il y a la preuve. Il n'y a pas la preuve que son avion n'a pas piqué du nez tout d'un coup. Enfin, on sait pas. C'est inexplicable. Mais surtout, il y a des preuves qu'on a bouclé l'affaire de manière excessivement secrète. C'est devenu une affaire militaire, alors qu'il n'était pas militaire. C'est la Navy qui a totalement contrôlé les recherches, l'enquête, etc. Alors, il y en a qui accusent les Clinton, parce que John, on pense, alors il y a des témoignages de ses amis, c'est pas très clair, mais est-ce qu'il voulait se présenter comme gouverneur pour l'État de New York ou comme maire de New York? Il vivait à New York depuis toujours, hein, donc c'était un New-Yorkais. Et Hillary Clinton voulait ce poste de gouverneur de New York, et c'est elle qui l'a eu après que John est mort. Donc il y a des soupçons qui pèsent sur les Clinton, qui ont une longue liste de cadavres dans le placard. De cadavres dans le placard, dit-on. Voilà, donc il n'y a pas de preuve absolue. Moi, je ne pense pas que les Clinton avaient les moyens de faire ça et surtout de s'en sortir comme ça. Je pense que les Clinton en soi, c'est juste deux pions. Bill Clinton, c'est un nul, quoi. C'est pas un personnage autonome, quoi. Donc il y a quelque chose derrière. J'ai tendance à penser, j'ai cité plusieurs articles qui montrent que je ne peux pas, je pense qu'il faut, je garde en tête la dimension biblique de la chose, c'est-à-dire il y a la malédiction des Kennedy. Mon livre sur les Kennedy s'appelle « Qui a maudit les Kennedy ?» Et dans le titre d'ailleurs, il y a ce fameux « qui » qui est un néologisme inventé par le général Delaware. Il n'est pas qui majuscule, on pensait mettre une petite étoile de David sur le point du « i », mais bon, on s'est dit, restons implicites, « Qui a maudit les Kennedy ?» Et dans la malédiction des Kennedy, qui est un thème de propagande inventé par les Juifs, il y a toujours cette idée que la malédiction des Kennedy remonte à son père, qui a maudit sa dynastie parce que Yahvé, en fait, le Dieu des Juifs, a maudit les Kennedy parce que le père Kennedy a soutenu Hitler. Il n'a pas soutenu Hitler, mais enfin, c'est comme ça que voient les Juifs. Et donc, cette malédiction se prolonge sur 3 ou 4 générations. Il y a cette dimension biblique qu'on ne peut pas nier, qui est tellement forte, qui est tellement évidente. Alors, est-ce qu'elle est pure coïncidence? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une volonté d'empêcher. On a tué John Kennedy, on a tué Robert Kennedy au moment où il allait accéder à la Maison-Blanche, et on a tué John Jr. au moment où il se lançait en politique, qui est dans un parcours qui allait le mener inévitablement, et c'était son idée, à la Maison-Blanche, où il aurait rouvert l'enquête. On sait que Robert voulait le faire en 68. On a des témoignages de ses proches qui disaient on va réouvrir l'enquête. Et on sait que John Jr. avait aussi en lui ce destin de rouvrir l'enquête sur son père. John Kennedy, contrairement à ce que l'image people qui a été véhiculée, c'était pas un playboy superficiel, c'était quelqu'un qui était habité par son père, qui était habité par le destin de découvrir les meurtriers de son père et de venger son père. C'est du Hamlet, là, on est dans du Shakespeare, hein. On n'est pas dans la base politique, là, c'est pour ça qu'on est dans quelque chose de gigantesque. C'est pour ça que cette histoire est fascinante. Alors là, du coup, il en reste un. Il est un peu ambigu, on verra bien. Il est un peu ambigu, ouais, mais il est quand même un Kennedy honorable qui fait honneur à son nom, et pour l'instant, et donc effectivement, et qui vise la Maison-Blanche, c'est quelque chose d'assez quand même colossal. Hein. C'est du jamais vu dans l'histoire. Enfin, il n'y a rien de comparable dans l'histoire. Une dynastie, c'est une dynastie qui ne veut pas mourir. Qui a été fondé par Joe Kennedy, c'est pour ça qu'il faut toujours remonter à Joe Kennedy. Le fondateur de la dynastie, c'est Joe Kennedy. Il a fondé de manière consciente une dynastie. Hein, c'est-à-dire, il a fondé. Pour lui, ce qui était important, c'était pas sa vie politique à lui, c'était de fonder une dynastie politique. Et Joe Kennedy est un personnage fascinant, presque plus fascinant d'une certaine manière que John, parce que c'est lui le vrai fondateur. John, il s'est trouvé là parce que son frère aîné est mort, donc il s'est trouvé, on lui a dit, bah, finalement, c'est toi qui vas devenir président. Il a dit d'accord, parce qu'il était totalement loyal à son père, mais c'était pas vraiment son destin personnel qu'il avait choisi personnellement. Et par contre, Joe Kennedy, c'est un Irlandais catholique. Et de mon point de vue, c'est pas tellement l'aspect catholique qui est finalement important, c'est l'aspect irlandais.
Parce que l'aspect irlandais, c'est autre chose que anglais, quoi. Hein. L'Irlande, il y a aussi une dimension, c'est un peu comme Gaza, l'Irlande par rapport à Israël. Hein. L'Irlande par rapport à l'Angleterre, c'est un peu Gaza par rapport, il y a quelque chose de, c'est autre chose. Culturellement, spirituellement, il n'y a qu'à voir les Kennedy, quoi. Ils ont une allure, c'est des Irlandais. À 100%, hein, ils ont tous épousé des Irlandais, enfin jusqu'à la génération de Robert Junior. Il y a un historique de massacre par les Anglais d'Irlandais. Là. Ils ont utilisé, oui. De génocide. Hawkins qui a fait de la traite négrière pour Sa Majesté, quand il avait du temps, avec son cousin, ils allaient massacrer des Irlandais. Et par les voies de bâton, on les retrouve, ces antagonismes. Hein. Bah oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça on rejoint ça, parce que nous, on parle de la grande famine. Vous savez, en Irlande, les Irlandais ont émigré aux États-Unis, et c'est là que sont venus les Kennedy. Hein. Le grand-père, le père de Joe, en fait, a émigré à cette période-là, ou son grand-père, je ne sais plus. Mais pour les Irlandais, c'est pas la grande famine, c'est le génocide, parce que les Irlandais mangeaient pas que des patates. Hein. Donc s'ils sont morts de faim, il y a quand même eu plusieurs millions, je ne sais plus combien de morts de faim, et le reste a immigré, c'est pas que la maladie de la patate, hein, c'est qu'il y a eu une véritable volonté des Britanniques d'en profiter pour exproprier, pour faire mourir de faim une partie de les Britanniques possédaient déjà toutes les terres irlandaises. Enfin, voilà, cette histoire entre l'Irlande et l'Angleterre est lourde. Et donc, bien que Joe Kennedy a toujours dit, moi je suis un Américain, je ne suis pas un Irlandais, il y a quand même ce bagage qui n'est pas à négliger. Si on met en contraste les Kennedy et les Dulles, par exemple, dont vous avez parlé, voilà, c'est quand même deux mondes qui ne sont pas faits pour s'entendre, sans parler effectivement des Juifs. Ouais. C'est pour ça que cette histoire est tellement fantastique, parce que on touche à toutes les dimensions profondes de l'histoire, de la géopolitique, etc., quoi.